Salut les geekettes et salut les geeks, bienvenue dans un 100% que je vous propose de passer sous la tente. Non, rangez les sacs de couchage et les sardines, on va pas faire du camping. Sous la tente, je veux dire sous le signe de l'attente, du verbe attendre, voilà. On va quand même regarder la critique de Shin Megami Tensei 4, un nouvel épisode des aventures de No-chan et Retro Magic consacré à Night Trap. Et sans plus attendre, on regarde les news. Tengami, le prochain jeu de Nyan Yam, studio de Pittsburgh fondé en 2010, est enfin disponible sur iOS et Wii U et bientôt sur les différentes plateformes PC. Ce point and click dans un univers de contes japonais proche d'un Okami par exemple semble féerique. Sur le gamepad, il sera possible de faire tourner les pages de l'histoire comme un pop-up book. Il faudra partir à la recherche des fleurs de cerisier et découvrir ce qui a pu mettre ce magnifique arbre dans un état bien triste. L'atmosphère semble relaxante et tout en harmonie. Ironie de l'histoire, le jeu est disponible un peu partout sur Wii U depuis quelques jours, sauf au Japon. En effet, les sociétés qui ne sont pas japonaises ne peuvent pas pour l'instant s'auto-publier sur les shops japonais. If you fight against it, it is you who will bleed. Si vous appréciez les films de la saga Hunger Games, alors sachez que l'éditeur de jeux free-to-play Kabam vient de sortir un jeu de cartes sur mobile basé sur le prochain film Hunger Games La Révolte Partie 1, récemment abordé dans l'émission Money Shot. Téléchargeable gratuitement, ce dernier permettra de visiter les districts dans la peau du leader de la résistance, chargé de réunir une équipe qui pourra comprendre certains persos clés de la saga, comme Katniss, Gale, Beatty ou Peta. Chaque perso, le jeu en comprenant a priori des centaines, possédera bien entendu des capacités, des affinités et des statistiques propres que l'on pourra faire évoluer à force d'entraînement. Un jeu de cartes de plus donc, mais qui devrait potentiellement séduire le public visé via un fanservice assez complet. I just wanted to save my sister and keep Peeta alive. Miss Everdeen, it's the things we love most that destroy us. Une petite news rapide maintenant pour vous confirmer la sortie de l'excellence de Banner Saga sur PS4. Versus Evil, ce petit éditeur s'occupant entre autres du Tactics de Stoic, a effectivement annoncé récemment le portage de plusieurs titres sur PS4, dont Kin, Toren, Army Krog et donc The Banner Saga, le tout apparemment pour 2015. Avec cette initiative, Sony confirme, s'il le fallait, son intérêt pour une certaine scène indé. Elle fait clairement de sa PS4 la console nouvelle génération à avoir si l'on est client de ce genre de titre. Il est grand temps à présent de retrouver la critique de Shin Megami Tensei 4. Depuis le temps qu'on attend un RPG au tour par tour avec, je sais pas, une ambiance de fin du monde, des fusions de monstres et un niveau de difficulté élevé, on va enfin savoir si notre patience est récompensée. Et quant à ceux qui s'attendaient à ce que je dise Shin Megami Tensei Yon ou Shi, ah ben non, parce que je dis 4, c'est de la VF. Now then. Where is this legendary demon? Il paraît que l'ère du numérique et du web a fait beaucoup de mal aux droits d'auteur. Peut-être, je sais pas, je suis pas un expert. En revanche, il est à peu près sûr qu'elle a pu faire du mal en certaines occasions à la reconnaissance des auteurs. Il aura suffi d'une paire de fichiers mal nommés et massivement partagés sur les premiers réseaux peer-to-peer à grande échelle pour que la majeure partie de la jeunesse des années 2000 attribue Son of a Preacher Man à Janis Joplin et une obscure reprise du thème de Zelda à System of a Down. Pendant ce temps-là, Dusty Springfield se retournait dans sa tombe fraîchement creusée et le petit groupe Rabbit Joint lançait bien malgré lui un des premiers scams de l'histoire du net. Alors tirons des leçons du passé, évitons de reproduire les mêmes erreurs et rendons à César ce qui appartient à César. Quand on parle aujourd'hui de RPG basé sur la capture de monstres, on pense éventuellement à Digimon si on veut faire l'intéressant, ou plus souvent à Pokémon. C'est normal, mais c'est un peu dommage, quand on sait que le Digital Devil Story Megami Tensei d'Atlus tapait déjà dans le concept en 1987 sur Famicom. Et c'est d'autant plus dommage que quand on parle aujourd'hui en France de la saga des Megami Tensei, des Megaten comme on dit, on a souvent tendance à penser à Persona 3 et 4. Seulement, Persona est une série dérivée parmi d'autres de l'ensemble Shin Megami Tensei, qui est lui-même une évolution de la première paire de Megami Tensei. Et si cet ensemble compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de représentants, la branche principale n'en comptait que 3 jusqu'à tout récemment. Enfin un peu plus en fait, si l'on compte les épisodes If et Strange Journey, qui sans être numérotés restent rattachés à la série régulière. Un peu comme le troisième épisode, non numéroté et appelé Shin Megami Tensei Lucifer's Call en Europe, mais pourtant bien intitulé Shin Megami Tensei 3 Nocturne au Japon. Bref, tout ça est bien compliqué.
Trop peut-être pour une grosse partie du public français qui n'a sûrement que très peu entendu parler de la série et qui ne sait peut-être pas qu'on attend ce 4e épisode depuis si longtemps. Un 4e épisode qui ne sort donc pas de nulle part et qui traîne une certaine tradition derrière lui. Let us spend an eternity together in beauty. Beyond this door is unknown territory, for we the people of the Eastern Kingdom of Mikado. Cette tradition touche avant tout à l'ambiance. Si le système de capture de monstres n'est pas une constante absolue dans la série étendue, le thème de l'occulte l'est assurément. Shin Megami Tensei parle de démons, au sens où il a décidé de l'entendre, c'est-à-dire des créatures plus ou moins intelligentes et plus ou moins civilisées, dont les nombreuses apparences ou personnalités sont généralement inspirées de tout ce que l'humain a pu produire en matière de mythologie. Traditionnellement, ces démons évoluent dans un contexte moderne, voire légèrement futuriste, et souvent aux alentours de la fin du monde. Ainsi, si les premières heures de Shin Megami Tensei 4 nous présentent un royaume de Mikado ancré dans un univers a priori très médiéval, ce n'est que pour mieux l'opposer à un Tokyo tout à fait actuel et tout à fait dévasté. Souffrez que je vous gâche cette surprise, la première d'une longue série, car Tokyo est indissociable de SMT4. Il fait partie de son héritage, et c'est principalement dans la manière que les humains et les démons ont d'y cohabiter que se révèle l'intérêt et la profondeur de l'univers du jeu. Un univers dont la découverte jouera pour beaucoup dans le développement du scénario, et qui se dévoilera principalement à travers des dialogues, souvent optionnels, et toujours rudimentaires dans leur mise en scène. I'm curious. If the Black Samurai comes from the Unclean One's country, then how would she have made it past the Minotaur and Medusa? En ce sens, ce 4e épisode rappelle bien davantage Strange Journey que Nocturne et conserve en l'espèce de ses conversations en vue subjective et ses rares artworks de personnages l'éthique de mise en scène étraînée sur DS. Ça fonctionne assez bien pour faire le boulot, mais on pourra tout de même trouver ce manque d'ambition un peu dommage, surtout quand le jeu sait s'afficher dans une 3D relativement propre à défaut d'être impressionnante. Qu'à cela ne tienne, ça demandera simplement un effort supplémentaire aux joueurs qui décideront de fouiller le jeu pour le comprendre, en guettant assidûment la moindre nouvelle ligne de dialogue ou de description d'objets, qui en apprennent généralement beaucoup plus que les quelques passages imposés par le scénario. Chacun décidera alors de fournir ou non ses efforts, en sachant tout de même qu'ils ouvrent la porte à un univers et une histoire qui, entre rebondissements efficaces, propos assez fins, idées originales et autoréférences savamment glissées, ont largement les épaules pour assouvir la curiosité qu'ils suscitent immanquablement en début de partie. This is a weapon called a gun. It fires projectiles called bullets to kill enemies at a distance. You are either truly skilled or fools indeed to ignore his warning. La tradition Shin Megami Tensei, c'est aussi un gameplay, globalement tiré du RPG japonais tel que l'ont façonné les premiers Dragon Quest et Final Fantasy, auxquels ont été apportés quelques piliers au fil du temps et des épisodes. Le premier, et le plus important d'entre eux, reste donc la capture de démons. Dans Shin Megami Tensei 4, on ne contrôle réellement qu'un personnage humain, qui possède lui-même la faculté de communiquer avec les démons qui peuplent le monde. Cette faculté, il la tire de son gant, considéré comme une relique mystique à Mikado, mais beaucoup plus courant à Tokyo. Imaginez ça comme une espèce de montre connectée dont l'OS embarque une intelligence artificielle très poussée répondant au nom de Burroughs. C'est cet outil très pratique qui déterminera en premier lieu l'évolution du personnage principal, bien plus que les 5 points de statistiques à répartir qui lui sont offerts à chaque niveau gagné. Il permet dans un premier temps de communiquer avec les démons donc, c'est-à-dire avec les ennemis. Contrairement à un Pokémon où il s'agit généralement d'affaiblir une créature pour pouvoir ensuite la capturer, tout passera ici par le dialogue. Et quand on a affaire à des démons, ça peut s'avérer compliqué. Il s'agira donc de deviner leurs attentes pour leur apporter les objets ou les réponses qu'ils désirent, en espérant que la conversation se conclura par une alliance et pas par une attaque surprise ou une fuite avec le butin. C'est un système potentiellement très frustrant, mais aussi très convaincant dans sa manière d'illustrer le caractère imprévisible des démons. Et il faudra bien passer par lui pour monter une équipe efficace, en donnant également forcément dans l'art complexe de la fusion. À 2 démons dans un premier temps, puis éventuellement à 3 ou plus dans le cas des fusions spéciales qui donnent accès aux meilleures créatures. Tout ça dans l'optique de se faire une team invincible donc. Manque de bol, ça existe pas vraiment. Car SMT4, comme tous ses prédécesseurs, est dur. Il est même très dur. Et ce malgré les nouvelles possibilités de sauvegarder n'importe où, ou d'acheter littéralement des continues avec la monnaie du jeu ou les Playcoins de la 3DS. A vrai dire, ces petits cadeaux très adaptés au format portable semblent avoir convaincu Atlus qu'il était possible de se permettre un peu plus de fourberie qu'à l'habitude. Ainsi, les game over seront très nombreux, surtout en début de partie, avant que l'on ait assez de marge de manœuvre pour pallier à davantage de situations grâce au système de fusion. Ça fait partie du deal d'un SMT, c'est normal. Ce qu'il est peut-être un peu moins en revanche, c'est le sentiment d'injustice que ces game over provoquent très régulièrement. Contre un groupe d'ennemis donné, et à plus forte raison un boss, on a régulièrement l'impression que tout tient à 1 ou 2 coups de chance ou de malchance.
quand un combat jusqu'ici très bien mené se trouve ruiné en un tour par un triste concours de circonstances. Parce que dans SMT4, comme dans la plupart des autres épisodes de la série, tous les combats sont régis par un système d'affinité très strict. Un système qui dit qu'on gagnera un tour d'action si l'on parvient à frapper la faiblesse d'un ennemi, et qu'on en perdra au contraire si l'on attaque sur un de ses points forts. Ce constat s'applique également aux coups critiques et aux coups manqués, et concerne l'équipe comme les démons adverses. Un principe de double peine s'installe donc, et fait qu'une attaque bien placée en amènera souvent une autre, et inversement. C'est encore plus vrai maintenant que le nouvel état de Smirk a été introduit. Il offre une chance à un personnage qui vient de réaliser un coup critique ou de frapper une faiblesse, et donc de gagner un tour, de rentrer en plus dans une sorte de transe qui le rendra temporairement beaucoup plus enclin à infliger des dégâts critiques et à esquiver, et donc à gagner des tours et à en voler à ses ennemis. C'est très plaisant quand ça concerne l'équipe alliée, ça l'est beaucoup moins quand ça s'applique à un ennemi, même inoffensif a priori, qui pourra alors très facilement semer le désespoir. Si l'on ajoute à ça les nouvelles hordes très puissantes, composées d'une multitude de démons auxquels il sera difficile d'échapper sans les combattre, ainsi qu'une certaine difficulté à récolter de l'argent malgré les différentes reliques à revendre disséminées un peu partout, on obtient un jeu peu punitif, mais potentiellement très dur. Jusqu'à un certain point, puisque la possibilité de choisir les compétences à transférer lors des fusions de démons et celle de les apprendre ensuite auprès d'eux permet à terme des abus assez violents qui pourront faire du jeu une balade de santé pour les plus rusés. Tout ça fait finalement de Shin Megami Tensei 4 un jeu pas toujours très équilibré, ce qui a évidemment ses mauvais côtés, mais apporte aussi un peu de fun dans la construction d'équipe et de personnages. En revanche, le caractère assez nébuleux de l'aventure principale, couplé à une map monde et des plans de niveau au mieux peu clairs, au pire illisibles, n'a pas vraiment de bon côté. Il fait seulement en sorte qu'on se retrouve régulièrement à errer dans Tokyo sans trop savoir où aller, ni vraiment où l'on est. C'est assez gênant, à plus forte raison quand les très nombreuses quêtes annexes nous demandent souvent de revisiter les 4 coins de la ville. Damn it! Who the hell are you? How come people are coming out of sky? Sans jamais renier ce qui a fait s'aligner, Shin Megami Tensei 4 se permet quelques petits écarts principalement motivés par son support portable. Il aborde également Tokyo et la fin du monde d'une manière jusqu'ici inédite, et rien que pour ça, il vaut largement le coup et justifie l'attente qu'il a générée chez les fans de la série. Pour ça, et évidemment pour son système toujours passionnant malgré quelques petits accros. Pour ses personnages, pour son univers, pour ses références, pour son ambiance, pour la quantité impressionnante de démons, de quêtes annexes et de contenus qu'il propose. Bien sûr, tout cela ne s'obtient encore une fois qu'au prix d'un jeu intégralement en anglais, qui se réserve en plus pour le marché dématérialisé. C'est regrettable, c'est frustrant, mais ça n'enlève rien aux qualités intrinsèques d'un RPG osé, intelligent et original comme on aimerait en voir beaucoup plus souvent. No, I am undone. Dans un 100% consacré à l'attente, comment ne pas inviter No-chan? Ben oui, le pauvre garçon, ça fait quand même des mois qu'il attend le retour de No-chan. Comme la femme de marin qui attend au bout de la jetée le retour de son marin de mari. Sauf que la différence de la femme de marin, No-chan lui est assis sur un bit. Salut Zotac, c'est No-chan. La vie est dure, l'époque n'est pas évidente et parfois il faut savoir se recycler. C'est encore plus dur quand on est très spécialisé et qu'on est une mascotte. Regardez Compilé, il galère un peu le pauvre. On l'a ressorti il y a pas longtemps, histoire de dire... On s'est dit qu'il pourrait expliquer la programmation sur 3DS. Mais, manque de bol, il vient de se faire piquer le créneau par l'équipe de Smile Boom, un développeur japonais qui lance Smile Basic pour la portable de Nintendo au printemps 2015. Après Sano Denji qui propose de la composition musicale sur la même console, Smile Boom va faire redécouvrir de manière ludique la programmation en basique. Le programme offrira une bibliothèque fournie de personnages, fonds, actions prédéfinies et même un éditeur pixel art. À vous les joies de la programmation et de partager avec tout le monde vos créations. Peut-être qu'après avoir acquis les fondamentaux, vous pourrez vous lancer dans quelque chose de plus ambitieux. Tenez, comme cette version homebrew non officielle d'une aventure des Leather Suit Larry qui aurait pu arriver en 1987 sur NES. C'est sûr qu'un jeu entier, cela doit demander un peu plus de travail que faire se déplacer 3 pixels sur un écran. Mais tout est une question de volonté, et ce n'est pas les archives qui manquent pour se documenter. On parlait récemment des archives de Manic Mansion en ligne, vous vous souvenez? Un peu dans le même style, Jordan Mechner, le créateur de Prince of Persia, a fait don au Strong National Museum of Play de Rochester aux États-Unis de plusieurs archives qui ont survécu à 25 ans de déménagement et outrages divers. Parmi celles-ci, une VHS sur laquelle le créateur avait capturé les mouvements de son frère David, base de l'animation pour ce qui deviendrait plus tard le fameux saut rotoscopé du prince de Perse. Tant de réflexion, de créativité, ça doit creuser l'appétit, n'est-ce pas? Pour se caler, alors, rien de mieux que des pancakes. En forme de personnage de Walking Dead, c'est bien, mais c'est déjà vu. Ou encore la version pancake des 151 premiers Pokémon.
Si vous avez encore un petit creux, il vous restera toujours une place pour un peu de chocolat, n'est-ce pas? Dans ce cas, l'artiste Henry Hargreaves, qui s'était déjà illustré en faisant frire des Game Boy et autres objets, a pensé à vous. Il s'est amusé à créer une collection de personnages emprisonnés dans de la carbonite chocolatée, la pire de toutes. Il fabrique lui-même ses moules en torturant quelque peu ses jouets. Jean-Marc, ne regarde pas ces images, ne regarde pas ces images. Et il peut ensuite reproduire à l'envie, sur plaquettes de chocolat, les héros qui sont un peu trop endettés auprès de Jabba the Hutt. Pour terminer, il faut bien découper tout ça, car la carbonite, ça peut être résistant et à la réflexion pas forcément très digeste. Il faut donc du costaud pour cette tâche. Par exemple, les sabres de Zoro dans One Piece. Le fabricant Toyamado propose depuis peu des répliques très convaincantes. On imagine sans peine qu'elles ne sont pas pour les enfants. Il y a les célèbres lames légendaires du chasseur de pirates, ainsi que celles de Trafalgar Law. Encore une fois, ces beaux objets valent leur prix, dans les 100 000 yens, soit dans les 700 € tout de même. Et en plus, cette fois, je suis sûr de mon coup. C'est tellement facile de se tromper d'un zéro dans les conversions. Heureusement, ce n'est pas encore la vieillesse qui m'attaque les pixels, hein. Me recycler, moi au moins, ça m'arrivera jamais. Normalement. C'est pourquoi, plein d'optimisme et de foi en l'avenir, je vous dis, à la prochaine les otaques. Même Rétro et Magique se met au diapason de notre thématique attente avec le jeu Night Trap. Un film interactif dans lequel on passe quand même le plus clair de son temps à surveiller des écrans de contrôle pour éviter que de frêles jeunes filles en petite tenue ne se fassent sucer par d'horribles vampires. D'ailleurs, Julien Pirot me confiait « Attention Benoît, tu ne dois pas surveiller le même écran trop longtemps sinon tu finis bloqué. » Mais comment cela Julien? Mais enfin Benoît, ne sais-tu pas que la tentacule? C'est de l'humour de Cthulhu. Votre voisine a les yeux qui brillent bizarrement quand elle se regarde dans un miroir. De jeunes étudiantes américaines courent partout en hurlant, poursuivies par de curieuses créatures, tout de noir vêtues. Pas de doute, vous êtes entré dans la dimension Night Trap, un jeu sorti dans les années 90 où il est question de capturer des monstres en vidéo. Un titre culte réalisé par Digital Pictures, une société de jeux vidéo qui a marqué son époque, mais pas toujours pour les meilleures raisons. Dans le courant de l'année 1986, les futurs fondateurs de Digital Pictures présentent un prototype de jeu vidéo basé sur des cassettes VHS interactives aux investisseurs de la société Hasbro. Le dispositif, une véritable console de jeu utilisant la VHS comme support, porte le nom Nemo. Mais les coûts de production de la machine sont jugés trop élevés et le projet ne se fera finalement pas, en tout cas pas sous cette forme. Car le fameux prototype de jeu, Scene of the Crime, donnera naissance quelques années plus tard à Night Trap, qui sortira finalement sur console Mega CD. Entièrement basé sur des séquences vidéo interactives via un système appelé U-Direct, Night Trap proposait aux joueurs d'intégrer le groupe d'intervention SCAT, pour Special Control Attack Team. Enabling you to control the cameras and the traps. Même si le jeu utilisait des séquences filmées à Hollywood quelques années plus tôt par le directeur de la photo Don Burgess, qui serait quelques années plus tard nominé aux Oscars pour son travail sur le film Forrest Gump de Robert Zemeckis, le scénario concocté par l'équipe était clairement celui d'une série B. Il s'agissait en effet de surveiller les faits et gestes d'une bande de copines invitées pour le week-end dans la résidence de l'excentrique famille Martin. Les Martin se révéleront très vite être des vampires responsables de plusieurs disparitions récentes de jeunes filles. Concrètement, le joueur se trouvait aux commandes de 8 caméras et d'un système de capture destiné à protéger la vie des demoiselles et de l'agent infiltré Kelly, joué par Dana Plato, star de la série télé Arnold et Willy. La menace venait principalement des Ogres, ou Rogues en version française, des demi-vampires affamés, habillés de noir et ayant la curieuse habitude d'embouteiller le sang de leurs victimes. Chaque partie se déroulant au maximum sur une vingtaine de minutes, le joueur devait débarrasser la demeure d'un maximum de rogues en zappant d'une pièce à l'autre, sous peine d'être déconnecté par son supérieur s'il en laissait trop filer.
Bien entendu, s'il décidait plutôt d'espionner les activités des résidents de la maison, il risquait de passer à côté de captures potentielles ou même de séquences critiques où la vie des jeunes filles était menacée. Toutes les scènes étant scriptées en fonction d'un timecode, il s'agissait donc d'apprendre l'ordre d'apparition des ennemis et des événements à ne pas rater sous peine d'un game over. Une difficulté supplémentaire était induite par certains personnages amis qui se camouflaient en rogue au cours de l'histoire et ne devaient pas être capturés par erreur. Le système de capture, actif via un code couleur aléatoire, différent à chaque partie, était lui aussi régulièrement changé par les propriétaires vampires, dont les dialogues devaient être attentivement écoutés à certains instants clés. Niveau gameplay, le système de buffer vidéo InstaSwitch, développé pour l'occasion, permettait de zapper entre plusieurs pistes vidéo se déroulant simultanément et s'avérait plutôt réactif. En dehors des captures d'ennemis, possibles uniquement lorsqu'une jauge passait au rouge, il donnait aussi correctement l'impression que les acteurs passaient d'une pièce à l'autre en fonction de l'action et du placement des caméras dans la maison. Comme c'était souvent le cas à l'époque, le doublage du jeu en français était lui assez catastrophique, avec des doubleurs peu motivés et le choix de certains accents particulièrement gratinés pour certains personnages. Ils sont obligés. C'est le seul moyen qu'ils ont de rester en vie. La plupart ont si faim que la peau leur tombe des os. C'est pour ça qu'ils ont des vêtements bizarres. Il faut prévenir les autres. Attends, peut-être que certains sont aussi des vampires. Le 12 septembre 1993, le jeu sera temporairement retiré de la vente aux États-Unis et aux côtés du premier Mortal Kombat sera placé sous le feu des projecteurs au cours d'un procès retentissant contre Sega et les jeux vidéo violents. Mené par le sénateur Joseph Lieberman, l'accusation sera particulièrement critique envers la célèbre scène de Game Over où une blonde en nuisette se fait capturer par les rogues à l'aide d'une sorte de perceuse seringue. Malgré les explications du représentant de Sega, du fondateur de Digital Pictures Tom Zito et de Jim Riley, le réalisateur du jeu, les accusateurs auront beaucoup de mal à admettre que le but du jeu était de sauver les jeunes filles et non de les violer et de les tuer comme ils le prétendaient au départ. Cette polémique aura néanmoins un effet bénéfique, celui de la création d'un système de classement des jeux en fonction du public ciblé qui n'existait pas auparavant aux États-Unis. Pour être tout à fait exact, il est vrai qu'il était néanmoins possible de capturer les jeunes filles à deux moments dans l'aventure. Par erreur, en déclenchant trop tôt la trappe lors d'une mêlée, et intentionnellement, sous les pieds de Kelly lors de la séquence de fin d'une partie parfaite à 100%. Un gag peut-être pas du meilleur goût, mais qu'il est difficile de prendre au sérieux en conclusion d'une aventure qui voit une équipe d'intervention surarmée se faire décimer de façon ridicule et Kelly se faire attaquer successivement par toute la famille vampire. Durant l'année 2014, un Kickstarter avait été lancé pour sortir une édition de Night Trap remasterisée en HD. Malheureusement, la demande financière trop élevée ainsi que le décalage total des créateurs d'origine vis-à-vis des habitudes de distribution vidéoludiques actuelles condamnèrent ce projet à l'échec. Après avoir réalisé plusieurs rail shooters vidéo tels que Sewer Shark ou Ground Zero Texas, Digital Pictures revint au jeu de capture quelques mois plus tard avec Double Switch. Sorti uniquement sur le territoire américain, le jeu proposait cette fois d'aider Eddie, un jeune hacker joué par Corey Haim, à s'échapper de la cave d'une étrange bâtisse. Au cours de l'aventure, on apprenait que le bâtiment contenait un trésor égyptien et que ses habitants y étaient menacés par des tueurs voulant s'en emparer. Dans le casting, on retrouvait également R. Lee Ermey, le fameux sergent instructeur de Full Metal Jacket, méconnaissable dans le rôle d'un concierge, pas aussi machiavélique qu'on nous le présente au départ. Divisé en 3 chapitres distincts, le jeu reprenait le principe de Night Trap, mais en le compliquant peut-être un peu trop. Chaque pièce contenait maintenant 2 ou 3 trappes différentes qu'il fallait armer au préalable avant de pouvoir les activer. La position de ces trappes était signalée par des symboles sur les décors que les séquences vidéo révélaient souvent trop tardivement pour pouvoir les exploiter. Le timecode du jeu était remplacé par des alarmes incessantes signalant les possibilités de capture d'ennemis basiques. L'apparition de ceux-ci était générée aléatoirement et souvent recyclée pendant tout le jeu, même si les événements de l'intrigue principale se déroulaient toujours dans le même ordre. Ajoutons à cela la nécessité de visualiser régulièrement des codes secrets pour libérer Eddie, de capturer certains ennemis menaçant de couper le contrôle des trappes, et d'empêcher les persos principaux de trouver la mort dans des scènes critiques. On ne
obtient alors un gameplay très frustrant où les actions requises ne permettent aucune respiration et où on enchaîne rapidement les game over faute de pouvoir capturer efficacement suffisamment d'ennemis. You let those suckers get to the power box. And now we're all cut off. À partir du deuxième chapitre, où le personnage d'Eddie se révèle être une menace pour les locataires du building et où de nouveaux pièges font leur apparition, le rythme se calme un peu. Malheureusement, l'ennui procuré par les déguisements kitsch et le jeu outrancier des acteurs auront certainement déjà mis à mal les nerfs de beaucoup de joueurs. Bien que tourné par la réalisatrice Mary Lambert et mis en musique par Thomas Dolby, Double Switch, avec son gameplay brouillon et son côté série Z plus que B, n'arrivera pas à réitérer le succès relatif de Night Trap et sombrera tout naturellement dans l'oubli. Bye. Au fil de l'avancée des années 90, les jeux à base de vidéos interactives virent leur succès décliner peu à peu, au profit de technologies plus révolutionnaires comme la 3D. Chez Digital Pictures aussi, les ventes se firent de plus en plus maigres. Il faut dire aussi que la sortie de titres de plus en plus Z, tels que Corpse Killer et ses zombies costumés lancés comme de la chair à canon sur le viseur des joueurs, ne permirent pas de redorer l'image de ces productions. Même la présence au casting de gueules comme Vincent Schiavelli en méchant scientifique vaudou ne pouvait faire oublier la production cheap et un gameplay définitivement devenu le parent pauvre de ce genre de jeu. Très logiquement, la compagnie fera faillite en 1996 et son dernier jeu, Maximum Surge, ne sortira jamais à la vente. Ces séquences déjà filmées seront toutefois incorporées au film de 2003 Game Over, sorti directement en vidéo. Avec le recul, malgré ses défauts, Night Trap reste un des jeux les moins honteux et les plus jouables de Digital Pictures. Son statut de jeu à polémique lui procure encore aujourd'hui une certaine notoriété auprès des vieux gamers. Reste à savoir si son côté kitsch intéressera de futures générations de joueurs. You get nothing. Savez-vous que certaines personnes sont accros à l'attente? Ils arrivent exprès en avance à leur rendez-vous chez le dentiste, fréquentent assidûment les halls de gare, d'aéroport, uniquement dans le but d'attendre, attendre et attendre encore, jusqu'au point de perdre tout contact avec la réalité. Parce qu'il faut bien se dire qu'arrivé à ce point-là, l'attente a la pudeur. Que tu fais, Benoît? J'attends les bisous. Ah, c'est maintenant. Ah ben des bisous.